Bonjour et bienvenue dans TechMag. Vous l'avez certainement remarqué, dans l'après-midi du 3 juillet, il était quasiment difficile d'envoyer et recevoir des images via les plateformes Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp suite à une panne géante qu'a connue les plateformes de l'écosystème Facebook. À quoi ce problème était-il dû? Nous vous invitons à le découvrir dans ce débrief de la rédaction. Ce 3 juillet, aux alentours de 16 h, de nombreux internautes ont rapporté des difficultés à envoyer et recevoir des messages via les applications WhatsApp et Messenger. Facebook et Instagram, qui ont été également touchés, affichaient difficilement des images et vidéos pendant de longues heures. Avant la publication officielle de Facebook, de nombreux internautes étaient montés au créneau pour pointer du doigt les fournisseurs d'accès à Internet. Les Congolais se sont eux aussi prêtés au jeu, une démarche qui a obligé certains opérateurs à sortir de leur cocon, comme on peut le voir sur ces images. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, la société Facebook, propriétaire de toutes ces applications, a clarifié via un tweet les raisons qui ont causé ces dysfonctionnements. D'après la firme américaine, c'est un problème de serveur qui a entravé les échanges entre les utilisateurs des applications de son écosystème. Une réponse plutôt vague pour justifier une panne majeure qui n'est pas sans rappeler celle du 13 mars considérée comme la pire panne de l'histoire de Facebook. S'il est vrai que les pannes de serveurs ne sont pas inédites dans le monde informatique, il ne demeure pas moins vrai que Facebook se trouve dans l'obligation de s'en prémunir pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme, mais aussi rassurer les futurs utilisateurs de Libra, la crypto-monnaie qu'elle veut lancer. Tout de même, cet incident nous aura appris une chose: un petit moment de déconnexion peut faire du bien. 7 mois après avoir accueilli le Forum de la gouvernance Internet en Afrique centrale, Brazzaville a abrité le 5 juillet l'édition nationale du dit forum. Ce forum était axé sur le thème du développement de l'économie numérique et présentait un enjeu majeur. Suivez. Le Forum sur la gouvernance de l'Internet au Congo est un rendez-vous multipartite qui a réuni le 5 juillet à Brazzaville plusieurs acteurs du numérique issus du secteur public, privé et de la société civile pour débattre sur l'ensemble des questions de politique publique relatives à l'Internet. Le thème de cette nouvelle édition nationale a permis aux participants d'échanger sur des sujets aussi variés que les cadres réglementaires, la gouvernance de l'infrastructure Internet, les ressources Internet et l'éducation à l'ère du numérique. Ce forum a également eu pour vocation de répondre à une grande question, celle de savoir si l'accès à Internet et le développement des infrastructures sont des leviers suffisants pour construire une économie numérique durable. Plusieurs intervenants ont apporté des éléments de réponse à cette question. En sa qualité de président de Pratique, une association qui promeut l'éthique, Luc Misindi-Bazi a aussi contribué au débat. Les infrastructures sont là. Maintenant, il faut des leviers nouveaux que l'on trouve au niveau de la couche des services pour que les gens utilisent. Il faut aujourd'hui profiter de ces usages, de ces infrastructures pour mettre du contenu et du bon contenu. Et c'est ça qui crée de la valeur. C'est pas le numérique, c'est pas l'Internet qui crée des emplois. C'est l'usage d'Internet dans les domaines de développement qui vont créer ces facilités. Ces facilités vont créer de la croissance, de la richesse. Le Forum sur la gouvernance de l'Internet vise aussi et surtout à faciliter l'élaboration d'une stratégie permettant d'optimiser au mieux les opportunités offertes par Internet et de faire face aux risques et défis qui en découlent. C'est à ce titre qu'un panel, parmi tant d'autres, a été dédié à la protection de la famille dans le cyberespace. Alors les enfants sont les plus vulnérables sur Internet parce que généralement dans notre coutume, on n'a pas l'habitude à initier nos enfants à l'utilisation de l'outil informatique ou encore de l'Internet. Et donc, il va falloir que nous, les adultes, qui avons un peu plus de maturité, qui pouvons expliquer à nos enfants quels sont les dangers de l'Internet, qu'est-ce qu'ils doivent utiliser ou pas, c'est à nous de les éduquer. En 2020, le Congo abritera l'édition régionale du forum qui réunira les pays africains pour pousser plus loin la réflexion sur la gouvernance de l'Internet en Afrique. Le géant technologique Huawei est au cœur d'une guerre commerciale sino-américaine. L'entreprise chinoise est soupçonnée d'espionnage par Washington et depuis ces accusations, il y a un véritable flou qui règne autour de l'avenir des produits Huawei en Occident et peut-être même en Afrique.
Le marché stratégique des télécommunications est au centre des tensions commerciales opposant Pékin et Washington. Depuis un an, le gouvernement américain a déclaré une guerre ouverte au géant technologique Huawei qui l'accuse d'être le bras armé de la Chine. Le conflit sino-américain a débuté le 13 février 2018 lorsque les services de renseignement américains ont sérieusement déconseillé aux Américains d'utiliser les produits de Huawei et de ZTE. Les deux sociétés ont été accusées de contrôler les infrastructures de télécommunications américaines avec un espionnage indétectable. Depuis lors, les USA ont infligé plusieurs sanctions à la Chine, dont le blocage des ventes des produits Huawei et ZTE sur le sol américain et l'interdiction aux entreprises américaines de vendre des technologies à Huawei. Huawei va perdre sa licence Android, ne pouvant plus coopérer avec Google, la société propriétaire du système d'exploitation pour mobile. Les futurs smartphones de la marque ne pourront plus utiliser les services les plus populaires de Google. Le marché d'applications Play Store, la plateforme de vidéo YouTube, les cartes de Google Maps ou encore son moteur de recherche. Le géant chinois des télécoms et des smartphones qui estime être visé injustement par Washington décide de porter plainte au gouvernement américain en mars 2019. Fin juin 2019, le président américain Donald Trump a annoncé pendant le sommet du G20 que les sanctions visant Huawei allaient être allégées, mais jusqu'alors, aucun décret n'a été rendu public pour concrétiser la promesse de Trump. En attendant un dénouement effectif du conflit, Huawei peut encore compter sur l'Afrique où l'équipementier bénéficie du soutien des États et des opérateurs. De retour sur ce plateau pour essayer de mieux comprendre le conflit qui oppose Huawei au gouvernement américain. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Ragil Vembe qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ragil. Bonjour Bastien. C'est un plaisir de te retrouver et j'avais vraiment hâte de pouvoir te poser la première question qui est celle de savoir est-ce que les États-Unis ont raison de se méfier de Huawei? Alors, Estime, pour tout de suite répondre à tes questions, on va faire un peu de géopolitique. Pour parler de ce qui se passe de la guerre entre Huawei et le gouvernement américain, on va commencer par la genèse du problème qui est la 5G. La 5G, comme on le connaît tous, c'est une version améliorée de la 4G que nous utilisons déjà tous ici avec nos opérateurs traditionnels de télécommunications. Ça veut dire que c'est de la 4G avec une vitesse 10 fois plus rapide. Le temps de latence et le temps d'attente de téléchargement d'une page, par exemple, s'évalue à 1 seconde. Imaginez la multitude de choses que l'on peut faire avec la 5G. Et on arrive à une ère dans le monde où la 5G est en train d'être déployée, est en train d'être étudiée. En France, par exemple, d'ici 2020, la plupart des services tourneront en 5G. Mais ce qui se passe, c'est que dans le monde, la 5G n'est pas qu'un concept, il faudra l'implémenter. Et comment on implémente la 5G? C'est à l'aide des équipements qui tournent sous la 5G. Huawei étant le leader en matière de télécommunications dans le monde, il a enclenché le pas et il a décidé de créer les premiers smartphones 5G. Le gouvernement américain, dans un souci de monopole et de contrôle, étant donné que Huawei est en train d'étendre son expansion, a décidé ou considère que Huawei a des fonctionnalités dans ses équipements de 5G qui espionnent et qui transmettent les données américaines vers le gouvernement chinois. Et tout ceci n'est pas, on va dire, ce n'est pas innocent parce qu'en fait, il existe une loi en Chine qui veut que toutes les grandes entreprises soient en bon accord avec les services de renseignement et que cet accord implique que s'ils ont accès aux informations secrètes, qu'ils ne disent pas, qu'ils le transmettent ou qu'ils échangent aisément avec le gouvernement, tout ça dans un souci de contrôle pour savoir ce qui sort ou ce qui entre du pays. Et ce qui fait qu'en 2019, en janvier 2019, le gouvernement américain a sommé aux collaborateurs de ces entreprises externes, dont Huawei et ZTE, de ne plus permettre qu'ils aient accès à certains services tels que Google et consorts. Et là, on voit que le conflit vient de très loin et on se rend aussi compte qu'il est en train d'aller très loin si on considère l'état actuel des choses parce que, à en croire les informations reçues récemment, c'est que Huawei ne pourra plus utiliser le système d'exploitation Android, par exemple. Donc, quelles seront les conséquences à ce moment-là pour les utilisateurs? Quels sont les usages qui vont changer? Alors, depuis le 19 mai 2019, toujours dans le souci de bloquer en fait les collaborations entre les entreprises américaines et l'entreprise Huawei, c'est toujours dans le même souci de paralyser l'effort que fait Huawei de pouvoir faire évoluer la technologie. Actuellement, Google, il y a une motion qui a été déposée sur laquelle Huawei ne pouvait plus utiliser les services Google. C'est quoi les services Google? C'est
le système d'exploitation que nous connaissons tous, Android OS, et tous les services affiliés au système d'exploitation Android OS, tels que la Play Store, la messagerie, Gmail, ce qui fait que c'est un grand obstacle dans le monde parce que nul n'est censé oublier que le système Android OS a atteint une apogée inimaginable. Alors, il y a un sursis de 90 jours qui a été donné pour tous les premiers produits qui étaient déjà sortis auparavant, avant la motion de censure. Et le sursis de 90 jours va s'arrêter d'ici août 2019. Mais en attendant, pour les prochains produits qui vont venir, la situation est encore mitigée. Et malgré le conflit, Huawei est quand même parvenu à écouler plus de 10 millions de smartphones P30 dans le monde en seulement 3 mois. Y a-t-il des impacts finalement, des impacts économiques dans le cadre de ce conflit? Bien sûr, énormément. Il ne faut pas oublier que depuis décembre 2019, Huawei avait accru sa position à travers le monde. Et on disait que d'ici 2020, Huawei était en phase de devenir le premier leader en matière de téléphonie mobile, étant donné qu'au deuxième trimestre 2019, Huawei avait largement dépassé Apple. Les impacts n'ont pas été ressentis dans les continents tels que l'Asie, mais on constate qu'il y a 20% des parts du marché qu'il a perdu en Europe et en Belgique. Je crois que c'est en Belgique et en Allemagne où on a 50% des parts du marché des ventes qui ont été perdues. Donc l'impact s'est quand même ressenti d'une manière ou d'une autre. Alors déjà, l'équipementier chinois Huawei a contribué au développement mobile en Afrique ces dernières années, ça on le sait. Ragil, penses-tu que ce conflit pourra altérer la confiance des États africains vis-à-vis de Huawei? Bien évidemment, bien évidemment. D'ailleurs, il y a une anecdote du journal Le Monde qui est très drôle, qui dit qu'en juin 2019, en fait, les équipements Huawei installés au niveau du siège de l'Union africaine envoyaient les données vers la Shanghai à près de 800 km de transfert de données. Bon, ça a été démenti. Mais voyez-vous déjà, il y aura ce sentiment de suspicion qui va régner désormais entre les consommateurs africains que nous sommes et Huawei, l'entreprise chinoise. Et il ne faut pas oublier que Huawei est très bien implanté à travers le continent africain, donc l'impact se fera ressentir. Mais qu'à cela ne tienne, je dirais à tous les téléspectateurs de ne pas s'inquiéter. Le 29 juin 2019, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a légèrement changé son point de vue sur la situation et actuellement, il est en train de réussir dans le sens d'améliorer les choses. Merci Ragil pour toutes ces précisions et tu vas rester avec nous parce que tout de suite, dans la rubrique Découverte, tu vas nous faire découvrir l'application Lisungi Pharma. On va découvrir à quoi ça sert tout de suite. C'est déjà la rubrique découverte et comme je l'ai annoncé, Ragil va nous parler de l'application Lisungi Pharma. Ragil, qu'est-ce que c'est? Alors, cette semaine, Estime, on va découvrir l'application Lisungi Pharma. Comme toujours, c'est une application de chez nous. Lisungi pour dire aide et Pharma fait allusion à pharmacie, bien évidemment. C'est une application dont le concepteur, c'est Rufin Ovula Lepembe. C'est un jeune entrepreneur. Et le but de son application, c'est d'aider les gens à retrouver et à repérer les pharmacies qui sont à proximité de l'endroit où ils se trouvent. Il s'avère qu'il y a un problème qui se pose généralement qui est assez courant. C'est que par exemple, on ne sait pas quelles sont les pharmacies de jour et quelles sont les pharmacies de nuit et à quel moment ces pharmacies sont ouvertes ou pas. Et déjà, ça c'est l'un des premiers problèmes ou criards que l'application résout de façon immédiate. Et à en croire ce que le jeune concepteur dit à travers les médias, l'application va s'étendre et va permettre plus tard de pouvoir acheter, commander et peut-être recevoir ces produits pharmaceutiques via l'application Lisungi Pharma. Et sur quelle plateforme on peut télécharger cette application à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, l'application est disponible sur Android OS. On revient toujours à Android OS, malheureusement. Alors, ce qui veut dire que tous les utilisateurs qui ont des smartphones sur Android peuvent télécharger l'application Lisungi Pharma. Ragil, ce n'est pas la seule chose que tu vas nous faire découvrir. Tu as également prévu nous parler de cloud gaming. Là encore, je vais te reposer la question de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, le concept tech de la semaine, c'est un concept très intéressant qui réunit deux mots anglais, donc le cloud et le gaming. Le cloud qui veut dire nuage, mais il ne faut pas le traduire de façon latérale, sinon ça n'a pas de sens après. Le cloud, c'est tout ce qui représente en fait l'informatique et les serveurs qui se trouvent à un endroit donné, pour faire de façon simple, et dont on peut accéder à la demande comme l'on veut et quand on le veut. Alors, pour spécifier, pour aller dans les particularités, nous ne sommes pas censés oublier que les utilisateurs connaissent déjà les consoles traditionnelles, à savoir la PlayStation, la Nintendo et consorts. Et aujourd'hui, on va dans une nouvelle façon de voir les choses. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut jouer aux jeux vidéo quand il veut et comme il le veut, à la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les futures consoles de jeux vidéo ne seront plus physiques, mais elles nécessiteraient sûrement d'avoir un ordinateur, un navigateur, et vous choisissez le jeu qui vous intéresse, vous jouez comme vous voulez et comme vous voulez. Il existe déjà plusieurs plateformes, dont celle de Google Stadia et celle de xCloud de Microsoft, et Amazon qui arrive aussi pour pouvoir promouvoir
l'accès aux jeux vidéo en ligne est facilité. Merci encore une fois Ragil pour ces informations très utiles. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques temps, il est possible de payer les transports en commun sans argent liquide avec Passcard, une solution innovante conçue par une entreprise congolaise. Ce produit a attisé la curiosité de Jessica, une jeune Brazzavilloise qui a bien voulu se procurer cette carte de paiement électronique. Nos équipes l'ont suivi. Un reportage à découvrir tout de suite. Jessica est une jeune Brazzavilloise dépensière qui a pris la résolution de ne plus jeter l'argent par la fenêtre. Pour y arriver, elle reste à l'affût des solutions pouvant l'aider à faire des économies et cela lui a amené à la découverte de Passcard, une carte de paiement des transports dont elle a voulu comprendre le fonctionnement. Le soleil accablant de la capitale verte ne lui empêche pas de se rendre dans les locaux de Net Technologies, la société qui a développé Passcard. Objectif, tout savoir sur le produit avant de s'en procurer. La Passcard est une carte électronique prépayée rechargeable utilisée pour payer les transports en commun tels que les taxis, les bus et les autobus. Elle est destinée à toutes les personnes désireuses de bloquer leurs provisions des frais de transport et celles ne souhaitant plus être confrontées aux problèmes de monnaie. Comment ça marche? Il faut être muni d'une pièce d'identité pour se procurer la Passcard, vendue à 2500 francs CFA à Brazzaville et Pointe-Noire, dans plusieurs points de vente qui offrent également la possibilité de la recharger. La carte a une validité de 2 ans et accepte les recharges d'un montant minimum de 500 francs CFA. Avec Passcard, vous avez la possibilité d'économiser votre argent. Dès que vous avez votre salaire, vous approvisionnez tout simplement votre carte pour le mois par exemple. La semaine, ça dépend des moyens de la personne. Et une fois que vous approvisionnez votre carte, le client bénéficie de 15% de réduction sur chaque course. Tous les moyens de transport qui acceptent ce mode de paiement portent un logo de Passcard clairement visible sur la carrosserie des véhicules. Dans ces moyens, l'utilisateur a la possibilité de payer aussi bien avec la carte qu'avec son smartphone via une application Android dédiée disponible sur Play Store. Séduite par le concept et la simplicité d'utilisation de la Passcard, Jessica n'a pas hésité à se procurer la carte et de l'utiliser sur le champ, le temps d'une courte balade. Lorsqu'on est muni de la carte, c'est le transporteur qui s'occupe de la validation de la transaction alors qu'avec le smartphone, l'utilisateur va tout simplement scanner un code QR et valider l'opération avec un code PIN fourni lors de l'achat de la Passcard. Suite à son expérience, Jessica n'a pas manqué de relever sa satisfaction. Je suis vraiment très satisfaite d'avoir payé ma course avec la carte. Pourquoi? Parce que ça me permet de bien gérer mon budget. Et puis avec cette carte, j'ai cette facilité d'effectuer mes courses, soit avec les taxis, je paye 850 au lieu de 1000 francs. Donc je suis très satisfaite pour cela. Lancée en février 2019, la Passcard est en bonne passe de devenir le moyen de paiement par défaut dans les transports en commun. Mais d'ici à là, il y a encore du chemin à faire. La Passcard a encore du chemin à faire, bien évidemment qu'il ne lui sera pas possible de payer un transporteur en commun pour raccourcir sa distance. Madi Selvin fait partie de ceux qui vont l'accompagner dans cette longue marche. Il est le responsable commercial de la société Net Technologies. Bonjour Madi Selvin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également de nous permettre de venir sur ce plateau pour pouvoir présenter notre produit. Alors le reportage que nous avons suivi nous a laissé un peu sur notre faim. Nous voulions en savoir davantage sur Passcard et vous êtes là pour nous apporter des informations complémentaires. La première question que je m'en vais vous poser, c'est qu'est-ce qui a inspiré la création de la Passcard? Aujourd'hui, dans notre culture, tous les jours, nous sommes confrontés à la difficulté de problème de monnaie avec les transporteurs. Et les familles ont parfois du mal à pouvoir organiser, à pouvoir budgétiser leurs dépenses en termes de transport. Du coup, nous avons avec les amis informaticiens par la société Net Technologies Congo réfléchi à pouvoir développer ce produit Passcard pour pouvoir aider la population pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un deuxième mode de paiement pour régler les dépenses de transport, le transport en commun.
Alors, quels sont concrètement les avantages pour l'utilisateur de la Passcard? Aujourd'hui, l'utilisateur Passcard a la possibilité de pouvoir bénéficier de 15% de réduction dans le paiement de ses courses de transport. Avec la Passcard, une course qui était à 1000 francs part à 850 francs et une course de bus à 150 francs passe à 135 francs. On va partir un peu cette fois-ci sur la partie technique du projet. Quelles ont été les compétences indispensables pour concevoir la Passcard? La Passcard a été conçue par les développeurs, des informaticiens, parce que Net Technologies, nous sommes un grand groupe d'informaticiens parce que nous intervenons également dans beaucoup de structures de la place. Alors, ce sont des développeurs qui ont développé l'application et nous avons puisé dans notre personnel des bons développeurs qui ont travaillé pour pouvoir concevoir l'application. Dites-nous quelles sont les difficultés ou encore les principaux freins que vous avez connus pendant la conception de la Passcard. En réalité, ça n'a pas été vraiment difficile parce que par rapport à l'idée et par rapport à la compétence de nos informaticiens maison, tout de suite, quand on a eu l'idée, ils ont rebondi, ils ont donné les propositions, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ce que nous voulions. Et aujourd'hui, on a le développement, le produit avec nous par l'application. Dans le cadre de ce reportage, justement, nous avons été amenés à discuter avec des transporteurs. Il y en a un, par exemple, qui a dit qu'il n'aimerait pas adopter la Passcard parce qu'il a un feature phone qu'on appelle couramment au Congo anti-complexe. Il dit quels sont les avantages pour les transporteurs. Qu'est-ce qui pourrait les motiver à accepter le mode de paiement Passcard? Avant, le transporteur n'avait aucun avantage de pouvoir s'offrir un smartphone. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune utilité. Aujourd'hui, le smartphone devient un outil de travail. Pourquoi? Parce que le transporteur va recevoir ses paiements à partir du smartphone. Du coup, on va dire pour les transporteurs qui ne vont pas tout de suite avoir des smartphones, vont, n'est-ce pas, perdre la clientèle parce que on va dire que à cause des avantages que donne la carte, beaucoup de Congolais souscrivent à la carte. Et du coup, ceux qui n'ont pas de smartphone ne vont pas recevoir les courses de ces clients. La Passcard a été lancée en février 2019, donc il s'est passé déjà un peu plus de 6 mois. Et comment se comporte la Passcard sur le marché aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur votre portefeuille client, que ce soit en termes d'utilisateurs ou encore de transporteurs? Il faut dire aujourd'hui, nous avons déjà lancé la Passcard sur les 2 villes principales de notre pays, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Et les clients, nous avons des clients fidèles, on a également des transporteurs fidèles qui, dès qu'on les appelle, ils répondent, ils prennent les courses de nos clients. Alors, en termes de chiffres, exactement, nous avons plus de 1500 clients transporteurs, tout comme clients détenteurs de cartes qui utilisent la plateforme aujourd'hui. Vous êtes plutôt parti du bon pied. Alors, quels sont les challenges qu'il vous reste à relever? Les challenges pour nous, c'est que, on va dire, dans notre culture, on n'est pas encore habitué à beaucoup utiliser l'application, mais on assure que on est prêt à pouvoir relever ce défi, de dire que d'ici 2, 3, 4, sinon 5 ans, que la Passcard devienne le principal moyen de pouvoir payer les frais de transport par tous les Congolais. Et il se trouve qu'il y a également un nouveau service qui va être proposé par la Passcard, lequel est-ce? Et nous espérons dans les jours très proches arriver à convaincre les autorités pour que dans le service public, les bus, qu'on puisse arriver à pouvoir payer le transport par Passcard. Ça sera un moyen qui va, n'est-ce pas, aider cette société à pouvoir fidéliser les clients, à pouvoir mieux gérer ses recettes. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci d'avoir répondu encore une fois. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ce numéro de TechMag. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, mais nos échanges pourront continuer sur les réseaux sociaux avec le hashtag TMVox. À très vite.